Bien, merci à toutes deux pour cette très belle introduction, à la fois romanesque et ironique. Finalement, on est déjà dans les deux tonalités de nos rencontres. Et j'ajoute, parce que c'est effectivement important, que travailler sur la littérature contemporaine, c'est travailler sur la littérature vivante avec des écrivains vivants. Et donc, c'est important pour nous aussi de leur donner la parole. L'invitation à laquelle tout à l'heure Anne-Sophie faisait allusion pour cet après-midi, cette fin d'après-midi et la fin d'après-midi de demain, va tout à fait en ce sens. Il s'agit de confronter finalement des réflexions qui sont des réflexions en aval de la littérature, une fois que les livres sont publiés et qu'on peut regarder comment ils sont conçus, composés, et de quoi ils sont faits, mais aussi une réflexion qui est plus en amont, dans la fabrique même de ces textes. Et c'est souvent le point de vue que les écrivains développent avec nous. C'est aussi pour ça que l'Observatoire des écritures contemporaines est très attaché à ces rencontres qui s'appellent Enjeux contemporains que nous organisons chaque année avec la Maison des écrivains pour croiser justement ces regards dont l'œuvre est le centre irradiant, regard qui se porte sur elle à la fois de l'aval et de l'amont. Et donc c'est ce que nous allons faire au cours de ces rencontres, que j'ai le plaisir d'ouvrir véritablement maintenant en donnant la parole à nos deux premiers intervenants. Et tout seigneur, tout honneur, il était bien normal de commencer par Michel Murat. Vous le connaissez tous, il est professeur à l'université, professeur émérite maintenant à l'université Paris 4 Sorbonne. Il a été également le directeur du département littéraire de l'École normale supérieure pendant 4 ans, si je me souviens bien. C'est un très grand spécialiste de poésie et du surréalisme en général, également de Julien Gracq, auquel il avait consacré sa thèse. Mais Michel, on le rappelait tout à l'heure, c'est Morgane qui le faisait, est aussi l'un des deux co-directeurs de cet ouvrage qui s'intitule justement Le Romanesque, et qui est pour nous un ouvrage fondateur à la fois par l'historicisation qu'il propose de cette notion, mais par les théories aussi qu'à la fin du livre, on peut voir apparaître, notamment sous la plume de Jean-Marie Schaeffer. Et donc ce livre, paru en 2004, donc voici 15 ans déjà, est toujours, je crois, extrêmement décisif et important pour nous. Et puis Michel vient de publier le Romanesque des lettres aux éditions Corti, donc il reprend cette notion, mais il la reprend de manière un peu oblique, transversale, originale, singulière, et c'est de cela dont il va nous parler dans quelques secondes. J'ajoute, mais vous n'êtes pas censé forcément le savoir, qu'une journée d'études lui sera consacrée demain, je crois, à la Sorbonne, Michel. Ce n'est pas une raison pour déserter nos rencontres. Vous pouvez rester avec nous, c'est tout aussi romanesque ici, mais quand même, si vous êtes des fans de l'œuvre de Michel Murat, on vous accordera une dispense exceptionnelle. Voilà, Michel, la parole est à toi. Merci. Merci. J'ai un souci romanesque avec un pratique plutôt, avec le micro. Vous en êtes rendu compte? Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Bon. Donc je vais commencer. Alors, j'ai intitulé ça très, très banalement Retour sur le romanesque des lettres. Au départ, je m'étais dit je vais venir parler de mon livre comme ça, mais j'ai quand même eu le temps de réfléchir un tout petit peu à ce que je voulais dire. Voilà, donc en remontant à bicyclette la rue de Rivoli avant-hier, merci Anne Hidalgo pour le couloir en site propre, je regardais discrètement les affiches quand je me suis aperçu que Guillaume Musso m'avait volé mon sujet. La vie secrète des écrivains s'étale sur les murs de Paris. Avec le romanesque, il faut le savoir, on n'est pas toujours en bonne compagnie, à moins que ce ne soit nous la mauvaise compagnie. Je cite, « Cette façon de s'ériger en juge pour décider de ce qui était de la littérature et de ce qui n'en était pas me paraissait d'une prétention sans borne. Cher Guillaume Musso, je ne vous le fais pas dire. » À lire le résumé de ce livre sur Babelio, ce qui évite d'acheter le livre, on se demande si Musso n'a pas aussi volé son sujet à Joël Dicker, car son livre aurait tout aussi bien pu s'appeler « La vérité sur l'affaire Nathan Falls ». Le succès du fédéraire des lettres lui aurait-il porté ombrage? À moins qu'il n'ait bénéficié de la concurrence stimulante de Marc Lévy, Elle et lui, titre repris à un roman à clé,
de George Sand, ou qu'il ne se soit dévalisé lui-même en photocopiant un peu sa fille de papier. Et je ne parle pas de moindres seigneurs comme Antonia Bayat, Julian Barnes ou Philip Roth. Faut-il se plaindre qu'une si riche tradition littéraire soit ainsi galvaudée, ou plutôt y voir l'hommage de la médiocrité au talent? Car Musso, avec son savoir-faire, est un écrivain médiocre, comme l'était le vicomte d'Arlincourt. En tout cas, le filon du romanesque des lettres ne semble pas près de s'épuiser, et j'espère en profiter pour vendre, par malentendu, quelques exemplaires de mon livre. Je n'ai malheureusement pas grand-chose à ajouter à ce livre. Je m'étais promis de profiter du colloque pour réfléchir sur le romanesque contemporain, mais je n'en ai pas vraiment pris le temps. Et puis, je ne suis pas immergé, comme Dominique Viard, dans le roman d'aujourd'hui. Il m'est plus difficile qu'à lui d'improviser. J'avais en fait rencontré la même difficulté au cours de la rédaction. Le romanesque contemporain, je voulais en faire le sujet du dernier chapitre. Mais je ne disposais pas, comme pour les chapitres précédents, de textes que je puisse citer et commenter de première main. Du moins, pas suffisamment. Donc je m'en suis... Puis je ne sais pas travailler autrement. J'ai besoin de textes avec lesquels je puisse travailler de première main. Donc je m'en suis tiré d'une manière un peu désinvolte en faisant de la fable de la disparition des lettres, chère à Dominique Rabaté, cette fable qui va de Blanchot à Pascal Quignard, le dernier épisode d'un feuilleton que je suis incapable de clore. Le romanesque des lettres est bien un royaume, mais je ne sais pas qui va s'asseoir sur le trône de papier. Je vais donc essayer de revenir sur quelques points que je n'ai pas résolus. Alors je le dis tout de suite, à mes yeux, il ne concerne pas la notion de romanesque, ni l'usage du terme. Cet usage est bien établi. Et quand Emmanuel Macron dit ou fait dire de lui-même qu'il est un personnage romanesque, on comprend ce qu'il entend. J'espérais que cette convergence me procurerait un surcroît de visibilité, mais c'est raté. Sur ce point, l'essentiel a été dit par Jean-Marie Schaeffer dans un article qui était en fait dans le volume qui a été évoqué tout à l'heure, le volume de 2004, mais qu'il a mis sur Vox Poetica, qui est donc facilement accessible. Cependant, je n'ai sans doute pas levé toutes les équivoques qui pèsent sur cette expression romanesque des lettres. Je vais essayer donc de poursuivre. J'ai mis au centre de ma réflexion non pas, je dirais, la dimension autotextuelle du romanesque, la dimension interne à la littérature qui était évoquée tout à l'heure, mise en avant par Morgan Kiefer, mais les interférences entre la littérature et la vie. Là aussi, la vie, et je ne vais pas essayer de le définir, je pense que tout le monde voit suffisamment ce que je veux dire. Et j'ai essayé d'envisager la littérature dans toutes ses dimensions. Les œuvres, la critique, les écrivains, la vie littéraire, sa médiatisation. J'ai considéré que le romanesque était, avant tout, une idée de la vie inspirée par la littérature, une manière de vivre ou de vouloir vivre comme un personnage littéraire, de faire de soi-même un personnage littéraire, comme Alfred Jarry se désignant à la troisième personne comme le père Ubu. Mais c'est aussi, donc, en contrepartie, une idée de la littérature inspirée par la vie. Qu'il s'agisse de la poésie lyrique, on pourrait le dire, de la poésie lyrique comme manifestation des événements de la vie intérieure, disons c'est plus facile, mes exemples sont meilleurs en littérature anglophone, disons de Wordsworth à Emily Dickinson, ou bien du roman dont nous voudrions penser, quand nous suspendons notre incrédulité, qu'il pourrait être vrai et qu'il nous offre une place dans son monde, un rôle à y jouer. À cela, donc, à cette idée du romanesque, s'oppose d'une part une idée purement pratique de la vie. Disons, pour aller vite, que ce pourrait être celle de M. Homais.
Et d'autre part, une idée de la littérature comme objet purement esthétique, autonome, dans lequel l'auteur n'intervient pas et dans lequel le lecteur ne peut pas se projeter. C'est le projet de Flaubert. Là aussi, je dis ça de façon un peu grossière, bien sûr. Il est devenu un lieu commun de penser que Flaubert avait raison et que dans la conception de l'œuvre d'art, cette revendication est un progrès. Flaubert, de fait, est un pivot dans l'histoire du romanesque moderne, bien sûr, parce que c'est une histoire aussi au plus long cours, mais je m'intéresse à cet épisode moderne. Un pivot dans l'histoire du romanesque moderne, et dans son œuvre même, il y a 2 points de bascule. Le premier, lorsqu'il abandonne le scénario de la première éducation sentimentale, lorsque le romanesque était porté par la destinée de l'écrivain, son alter ego nommé Jules. Donc, il a abandonné ce scénario pour faire passer avec Emma Bovary le romanesque sur le personnage du lecteur, et puisqu'il s'agit de romans, bien sûr, de la lectrice. Le second moment, c'est lorsqu'il déconstruit ce romanesque en qui il avait mis ses complaisances, puisque Madame Bovary, c'est moi, et c'est aussi, comme l'avait compris Baudelaire, César à Carpentras, un personnage héroïque. Donc il le déconstruit en composant la seconde éducation sentimentale. Un héros où il est impossible de se projeter, mais qui revient plutôt vers le lecteur, comme un élastique, comme une pensée critique. Une histoire d'amour à laquelle on ne peut rêver et dont la charge émotionnelle est violemment tranchée dans la dernière scène. Il est facile de voir ce qu'on y gagne, mais il faut aussi considérer ce qu'on y perd. Gracq, qui n'aimait pas l'éducation sentimentale, trouvait que la perte d'élan romanesque en avait gâté même le style. Certes, la vie est autre que ce qu'on écrit, comme le dit Breton à la fin de Nadja. Mais faut-il, pour écrire, se retrancher de la vie ? La question se trouve posée de façon remarquable dans le roman à clé contemporain, 1859, de Louise Collet, Lui. Lui, c'est le titre. Lui, c'est Flaubert, Léonce dans le roman, dont Louise Collet avait été la maîtresse et qui avait tenté d'être son mentor littéraire. Mais elle avait eu aussi une liaison avec Musset, le vieux Musset, pas bien vieux, mais détruit par l'alcool. Musset joue sa partie dans le roman, et à la fin, par un coup de génie qui est aussi, comme dirait Barbet d'Aurevilly, une vengeance de femme, elle lui donne à lire les lettres de Léonce, c'est-à-dire Flaubert. Et Musset se récrie. L'amour romantique, ça n'est pas ça. Ça n'en est que la pose. Il taxe Flaubert, je cite, de petit origène des lettres, décidé à se châtrer pour que l'œuvre s'accomplisse, alors que la sienne, celle de Musset, a été taillée dans le tissu même de sa vie. 2 conceptions de la littérature, romantique et, à nos yeux, moderne, sont dressées face à face et se toisent. Ce que Flaubert n'avait pas imaginé dans sa fin de vie acharnée et chagrine, c'est qu'il deviendrait lui-même un personnage romanesque, celui de l'écrivain martyr de sa vocation, et un modèle, autant que les héros de Stendhal ont été un modèle pour plusieurs générations de jeunes gens, dont la mienne, un modèle pour d'autres écrivains, Proust, Blanchot, Beckett. Car de cela, ce sont les lecteurs qui décident. Le romanesque, dans le roman comme dans la vie, est l'apanage du lecteur. L'intuition que j'avais en situant mon livre dans le temps des lettres comme ce que j'ai appelé un long romantisme, c'est que Flaubert et Musset n'étaient pas moins romantiques l'un que l'autre et qu'ils formaient comme l'avers et le revers, lyrique et critique, d'une même idée post-rhétorique de la littérature et d'une même fonction des lettres dans l'espace social. Lectorat élargi et réception aléatoire, c'est le motif de La bouteille à la mer. Mais aussi entrée de l'auteur dans un régime où la valeur est définie par la singularité et où la visibilité médiatique, à la manière de Hugo, saturant l'espace public de ses images, est la voie obligée du succès. Relisons Modeste Mignon.
roman de la lectrice romanesque captivée par l'image du poète, vue dans la vitrine d'un libraire. Le roman de Balzac tourne à la comédie matrimoniale et voit la déconfiture du poète, prise entre un jeu social qu'il ne maîtrise pas bien et les mouvements du cœur, source d'une authenticité hors de sa portée. Ce n'est donc pas un bon poète ? Impossible de le savoir. Balzac avait des comptes à régler avec le genre et avec certains de ses représentants, mais il ne conclut pas. Ce n'est pas un roman à thèse. Il me semble, et sur cette question, je partage le point de vue d'Anna Boschetti, que ces données structurant ce que nous considérons comme la littérature, en la distinguant du régime antérieur des belles lettres, se mettent en place dans les années 1830 pour la France, et qu'elles continuent à valoir jusque dans les années 1960, après quoi elles se défont, moins sous les coups de boutoir des avant-gardes qui, de fait, prolongent le romantisme, que par une réorganisation en profondeur du public, de ses attentes et de ses usages. Julien Gracq, mon maître, disait de Stendhal qu'il est incompréhensible pour qui n'a pas fréquenté les cours de récréation du lycée. C'était dans les années 1920, où 1/10 environ de la population accédait à ce niveau. La littérature était l'affaire des jeunes gens, ceux du Luxembourg, qui en débattent fervemment au début des faux monnayeurs. La scolarisation massive au niveau du secondaire a changé la donne. Elle a très vite entraîné une crise du collège et de l'enseignement de la littérature au collège, crise dont nous ne sommes pas sortis et que la rhétorisation forcée des études de lettres a aggravée en coupant la lecture de sa source d'intérêt romanesque. Absolutisation, technicisation poétique et stylistique, crispation sur le canon, obsession de la légitimité, autant de signes indubitables, typiques d'une position de repli. Mais ce qui est en crise, comme le dit très justement Jean-Marie Schaeffer dans Petite écologie des études littéraires, c'est moins la littérature, sauf si nous nous obstinons à en donner une définition restreinte, que notre conception institutionnelle et professionnelle des études littéraires. Le problème, c'est que l'objet dont nous sommes dépositaires ne peut plus être transmis en l'état, ni comme nous avons appris à le faire. C'est bien pour ça que j'avais du mal à écrire mon chapitre sur la période contemporaine. Car le romanesque, en réalité, et nous le savons, le romanesque se porte aussi bien que possible, si l'on tient compte de l'ensemble des supports de la fiction. Ce qu'on est aujourd'hui. Bon. Les structures du romance sont massivement prégnantes dans les blockbusters de la fantaisie héroïque et de la science-fiction, dans la littérature de jeunesse, je pense par exemple à la trilogie de Stéphanie Meyer, dans la chick lit, dans la comédie sentimentale de Bollywood à Desperate Housewives. Elles ne sont pas absentes du policier, même si celui-ci a repris, dans une certaine mesure, à son compte, la visée réaliste et critique qui était celle du roman naturaliste. Ce sont elles qui régulent la tension émotionnelle des séries, autour desquelles sont en train de se construire de nouveaux modèles de la fiction. Le livre y a sa part, encore déterminante, mais il ne règne plus sans partage. Par exemple, le dénouement du rapport entre série et roman pour Games of Thrones sera intéressant à observer. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui du romanesque des lettres ? On pourrait déplorer que la concurrence avec les supports d'images animées, bande dessinée, cinéma et télévision, jeux vidéo, en restreigne le champ à un milieu étroit, presque marginal. Mais c'est oublier que les nouveaux médias ont très vite intégré la dimension réflexive à la fois imaginaire et sociale qui fournit au romanesque son cadre approprié. Avec le cinéma, le transfert s'est fait sans rupture, en particulier pour les réalisateurs d'origine européenne émigrés à Hollywood, car c'est la même culture issue du XIXe siècle. Et le motif a été nourri par la mutation brusque et dramatique du muet au parlant. Sunset Boulevard est aussi abouti, aussi classique que Illusion perdue. Pour l'annexer au romanesque des lettres, il suffit d'élargir le terme par métonymie. Cinéma et littérature ont cohabité et interféré depuis les années 20. Sartre et Beauvoir y baignaient, Duras et Godard
sont de bons exemples de ce que peut produire cette interférence. Je laisserai donc cet aspect, ça me paraît un faux débat, et je m'en tiendrai à la littérature française au sens ordinaire de ce terme. Il me semble qu'il faut distinguer deux types de livres ou deux segments de marché qui correspondent aussi à deux générations. Les auteurs reconnus par l'université comme formant une sorte de canon contemporain sont nés autour de 1950 et ont commencé leur carrière autour de 1980. Je pense à Quignard, Michon, Ernaux, Echenoz, Bergogneau, etc. De plus jeunes, comme Chevillard, Marine Diaye, se sont agrégés à ce groupe qui se partage pour l'essentiel entre Gallimard et les éditions de Minuit. Chez ces écrivains, en laissant Ernaux à part, car son domaine n'est vraiment pas la fiction, chez ces écrivains, je dirais que le romanesque des lettres est présent sous une forme principalement métafictionnelle. Ils s'inscrivent dans une filiation borgésienne. Ils ont subi l'influence de Pérec, dont Le Voyage d'hiver est un modèle, mais aussi celle de Blanchot et de Louis-René Desforêts, qui compte beaucoup chez Gallimard, il ne faut pas l'oublier. De là proviennent des livres caractéristiques, comme Les aventures de Thomas Pilaster, de Chevillard, où tout se joue dans la rivalité entre auteurs et critiques, comme ce fut le cas pour Balzac et Sainte-Beuve, ou l'œuvre de Jean-Benoît Puech, entièrement construite autour de l'écrivain fictif Benjamin Jordan. Cette littérature peut s'infléchir vers un usage romanesque de la critique, particulièrement chez Michon, dans Rimbaud le Fils ou Corps du Roi, avec le relais d'autres figures d'artistes, réels ou fictifs, comme dans Les Onze. Quant à l'usage romanesque de l'érudition chez Quignard, il doit beaucoup à Borges, au point que les petits traités semblent parfois une réécriture de l'histoire de l'infamie ou de Inquisition. Ce sont des livres faits pour le cabinet des lettrés et pour certains publiés dans cette collection créée chez Gallimard par Pascal Quignard. Le cabinet des lettrés, tel que Quignard le présente, est le support d'une fiction littéraire valorisante, celle des écrivains des derniers jours. C'est à ce titre que j'ai proposé, dans ma conclusion de mon livre, d'y voir un épisode récent du romanesque des lettres. Je poursuis sur cette idée. La métafiction s'est vulgarisée chez les écrivains de la génération suivante, dont on peut dire pour la plupart qu'ils ont été formés à l'école de la métalepse. Certains sont professeurs de lettres, comme l'étaient Ernaux ou Bergogneau. Les normaliens ne manquent pas, sont à Alice Zénitaire par exemple. Presque tous sont frottés au moins de savoir universitaire à l'époque du triomphe de Genette, Le Jeune et de la revue poétique. Cela vaut pour les écrivains, mais aussi pour leurs lecteurs, passés cette fois massivement par le lycée. Le lycée a diffusé ce savoir, faisant de Continuité des parcs de Julio Cortázar, récit paradigmatique de la métalepse, un pont aux âmes du discours critique, tandis que la littérature de genre et les séries développaient hors de l'école une compétence narrative largement partagée et plus souvent qu'on ne croit sophistiquée. Chez les auteurs les plus savants, le procédé prend la forme dite postmoderne du récit parallèle qui met en scène alternativement ou simultanément l'auteur en train d'écrire et la fiction qui suit son cours. C'est ainsi par exemple qu'Emmanuel Carrère se met en scène dans Limonov ou Yannick Enel dans Jan Karski. Et le procédé n'est pas propre à la littérature française. Je viens de passer quelques jours en Turquie, j'ai emporté dans mes bagages Nedim Gürsel ou Orhan Pamuk et j'ai trouvé exactement la même chose. C'est sur de telles bases que repose le succès de Joël Dicker et la promotion de La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso, mais aussi le tableau de chasse de Grégoire Delacour, le plus littéraire des auteurs actuels de best-sellers. Pour les amateurs, dans La première chose qu'on regarde, il cite Exister de Jean Follin d'une manière qui n'a rien de ridicule. Le stéréotype actuel auquel se conforme le dernier livre de Guillaume Musso, et alors pour les amateurs encore, ce stéréotype est pastiché de manière amusante par un de ses lecteurs sur Babelio. Donc ce stéréotype croise le motif de l'enquête policière, avec ou sans cadavre, avec celui de l'écrivain à succès qui s'est mystérieusement retiré du monde. Ce qu'on pourrait appeler le modèle Salinger a pris la relève de la légende de Rimbaud, de la poésie au roman, de l'exotisme à la dissidence intérieure. Les ressorts du romanesque n'ont pas beaucoup changé. C'est déplacé, mais pas changé.
Ce retrait forme toujours l'envers mythique de la médiatisation, ce qui fait de l'auteur disparu un personnage bien plus excitant que l'auteur en vue du genre Solers. Il est frappant qu'un écrivain journaliste aussi imbibé de l'air du temps que Frédéric Beigbeder ait consacré un roman à Una et Salinger en recyclant sans état d'âme une biographie universitaire. Faut-il donc considérer comme l'avatar actuel, mais certainement pas ultime, du romanesque des lettres, ce qu'on appelle complémentairement autofiction et exofiction, c'est-à-dire le recouvrement à peu de frais de la vie par la littérature et de la littérature par la vie. Nous avons tous remarqué qu'un grand nombre de fictions, livres ou films utilisent comme argument commercial le fait qu'elles sont écrites d'après une histoire vraie. C'est un argument qui ne doit pas être confondu avec l'usage du mot roman comme paratonnerre juridique dans le cas du récit à clé. Paratonnerre au demeurant peu efficace, comme le montrent les mésaventures de Christine Angot. Du point de vue littéraire, la tendance d'après une histoire vraie est plus intéressante, à mon avis. Le livre de Delphine de Vigan, un auteur typiquement Middlebrough, ne joue nullement sur la confusion des plans de réalité. Il greffe sur un récit clairement autobiographique et presque documentaire de la séquelle d'un succès majeur, en l'occurrence celui de Rien ne s'oppose à la nuit, où l'auteur est mis hors de soi par le tourbillon socio-médiatique. Donc il greffe là-dessus une fiction fantasmatique de possession par un lecteur en position de double. C'est un peu William Wilson, le Comte de Pau, revu par Amélie Nothomb, elle-même auteure de Pétronille, qui offre une variation intéressante sur le même sujet. C'est aussi, pour Delphine de Vigan, un thème personnel dans le prolongement de Nos et moi. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la valeur de symptôme de cette expression, qui pourrait servir de sous-titre à tant d'œuvres et qui semble parfois utilisée de manière magique, comme on agite une amulette. Il est clair qu'elle marque un repli du principe de Coleridge, qui fait de la suspension de l'incrédulité la condition d'une adhésion au monde de la fiction. Nous avons du mal à adhérer à la fiction. Tout le monde dit le roman triomphe aujourd'hui, je n'en suis pas sûr. Nous avons du mal à adhérer à la fiction, sauf dans les littératures de genre, où le statut de celle-ci est constitutif. Ce qui est en jeu, c'est le domaine qu'occupait le roman réaliste, celui de la mimésis sérieuse. La croyance à la fiction s'effondre parallèlement à la croyance à la réalité, minée par le régime dit de post-vérité. Il en résulte que dans le roman, nous avons besoin de réassurance. Nous aimons penser, nous voudrions penser que le contenu narratif est validé par des données factuelles, vérifiables le cas échéant. Nous sommes un peu comme ce personnage de « Il était une fois dans l'Ouest » qui porte à la fois une ceinture et des bretelles. Il n'inspire pas confiance et ça ne se termine pas bien pour lui. Si le romanesque court un risque aujourd'hui, et on ne peut l'exclure, c'est dans cet aplatissement qui fait du récit un compromis morose, au lieu de la stéréoscopie merveilleuse qui nous montre en relief les amants de Venise, sans des Musset, ou les personnages des Goncourt entre les romans et le journal. Si c'est pour lire d'après une histoire vraie, alors autant lire une histoire vraie. Les vicissitudes de Paul Thévenin et la destinée de l'œuvre posthume d'Artaud sont bien plus intéressantes, plus excitantes, plus cocasses et plus tragiques que les aventures de Thomas Pilaster. Et dans le livre que je mentionnais de Yannick Enel, la narration bien faite de l'histoire réelle de Jan Karski écrase la mise en scène laborieuse de la troisième partie. L'auteur, visiblement, ne s'est pas demandé ce qu'il pouvait faire quand, je cite Stendhal, le sujet surpasse le 10 ans. À titre personnel, j'apprécie la narration classique, même quand elle n'est pas originale. Je prends mon plaisir, par exemple, au Rêve mexicain de Leclésio, qui doit presque tout au journal de Bernal Díaz del Castillo. Mais le petit manège narcissique de la spécularité postmoderne me fatigue. Et je ne pense pas que le besoin de romanesque y trouve son compte. Je dirais donc, pour finir, si l'on tient au roman, qu'on y aille, quitte à faire flèche de tout bois, si l'on veut, pour des raisons de principe ou autres, explorer les ressources du romanesque sans le roman, qu'on s'inspire de Nadja, ce récit que Breton a eu tant de peine à mener à bien et dans lequel il a créé la seule héroïne de la littérature du XXe siècle qui puisse rivaliser avec Anna Karénine ou Madame de Morsauf. Je vous remercie. Merci Michel pour cette entrée en matière à la fois tonique, vigoureuse et
largement averti, en fait, aussi bien de la littérature du 19e siècle que de la plus contemporaine et dans toutes ses facettes et tous ces genres. Je propose qu'on écoute tout de suite la seconde communication, celle de Karl Akeki, et qu'on en vienne ensuite à une discussion, d'autant que chez Karl, il sera certainement aussi beaucoup question du rapport avec le 19e siècle. Karl est maître de conférence à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Il est aussi doyen du département de lettres françaises dans cette université. Il vient d'en réorganiser les études en mettant justement la littérature contemporaine à l'avant de la scène pédagogique. Donc nous le lui devons et nous lui en sommes extrêmement reconnaissants. Et il est lui-même l'auteur d'une thèse éminemment romanesque, puisqu'il s'agissait de traiter de ce qu'il appelle la recette du roman populaire. Donc on ne quitte pas les questions de soufflet, Anne-Sophie. Recette qu'il nous présentait dans cette thèse à la manière d'Alexandre Dumas. Donc c'est à partir de ce travail-là que sa communication nous propose de passer du 19e siècle au 21e siècle d'une manière sans doute un peu différente de celle de Michel, et ça sera tout à fait intéressant de confronter les deux propos. À toi, Karl. Voilà, je voudrais commencer en fait mon intervention par une petite introduction qui va tourner autour du plaisir à haute dose, avec deux constatations. Une première constatation concerne le 19e siècle. Au 19e siècle, nous avons une bourgeoisie qui se développe, qui acquiert un statut imposant sous la monarchie de Juillet et puis sous le Troisième Empire. On a un essor de la presse qui devient véhicule politique, social, culturel à l'usage de tous, et pas cher. On a alors aussi une démocratisation de la lecture et la naissance d'un nouveau lectorat. Les cabinets de lecture se multiplient. Un lectorat qui veut qu'on lui raconte des histoires d'une manière régulière et qui impose ses goûts. Cette régularité, cette sérialité met un peu d'ordre et crée une accoutumance à une époque où tout est en mouvement. Et c'est là que va naître le roman feuilleton. Il voit le jour dans les bas de page, c'est ça, un feuilleton, de la Revue de Paris, du Journal des débats et autres. Le lectorat veut une littérature synonyme de, je cite, consommation courante, comme la consommation de l'huile et des pommes de terre, disait Zola dans un article paru dans le Figaro du 22 décembre 1878. Face à ça, au XXe, XXIe siècle, on a aussi également le développement d'une nouvelle bourgeoisie après les deux guerres mondiales, une mondialisation à l'américaine instaurée par le plan Marshall. On a l'apparition d'un nouveau média également, là ça sera la télé, puis Internet au XXIe, qui prend place au cœur des maisons. Ce nouveau média règle la vie du foyer familial avec un moment privilégié pour les programmes qui racontent des histoires, et ça va donner naissance très rapidement, et une explosion ensuite avec Netflix, des séries télé destinées à tout type de téléspectateurs qui consomment de la série comme pas possible. Ces deux supports sont donc plus proches qu'on ne le croit. Le roman feuilleton ou la série télé sont la pierre angulaire d'une littérature qui vend, qui fabrique des histoires à acheter et à consommer rapidement. Au niveau de la littérature, Roland Barthes fait la différence entre le texte de jouissance et le texte de plaisir. Feuilleton et série font partie du texte de plaisir. C'est pour ça que cette introduction et tout le propos tournera autour de la notion de plaisir. Feuilleton et série font partie du texte de plaisir, un type que les critiques littéraires regardent généralement avec condescendance ou amusement en général. Le texte de plaisir, selon Barthes, c'est un texte qui contente, qui emplit, qui donne de l'euphorie, qui vient de la culture, qui ne rompt pas avec elle, qui est lié à une pratique confortable de la lecture. Toutefois, doit-on condamner un large pan de la littérature au seul regard de la morale uniquement parce qu'elle procure du plaisir, tout simplement? Donc, ma communication va tourner autour de deux axes, en fait. Le plaisir par la parole, le plaisir qui est donné dans les séries télé et dans les romans feuilletons par la parole, donc par la narration, et le plaisir par l'imagination ou l'imaginaire, donc tout ce qui est de l'ordre du thématique. Je m'appuierai principalement sur deux œuvres d'Alexandre Dumas, le Comte de Monte-Cristo et Les Trois Mousquetaires. Je les ai choisis, certes, ils étaient le sujet principal de ma thèse, mais parce qu'en général, ce sont des œuvres que tout le monde connaît, sans les avoir lues nécessairement. Donc je sais que si je fais référence à certains épisodes, vous arriverez facilement à vous repérer, que vous ayez lu ou pas lu. Et je ferai évidemment des va-et-vient avec certaines séries.
Le plaisir par la parole commence en général dans le roman feuilleton et dans les séries télé par une narration de la consommation. Une narration de la consommation fonctionne d'abord par une narration de l'essentiel. Le roman feuilleton ou la série n'essaie pas d'avoir trop de descriptions. Les portraits et les descriptions sont hâtifs, ils sont inférieurs au niveau par rapport à l'intrigue et aux actions. Si je vous pose la question à quoi ressemble Edmond Dantès ou d'Artagnan, personne n'a évidemment une représentation particulière du portrait de Dantès ou de d'Artagnan, parce que le portrait est fait, dit Alexandre Dumas dès le début, d'un trait de plume, en quelques lignes. Les descriptions sont généralement différées, elles ne ralentissent pas le lecteur, comme dans un roman traditionnel à la Flaubert par exemple, et l'identification devient beaucoup plus facile. Un chapitre de roman feuilleton est constitué en général de 10 à 15 pages, avec beaucoup d'ellipses, pour ne donner que l'essentiel. Comme l'épisode d'une série est généralement constitué de 42 minutes, 90 minutes dans les séries françaises, mais c'est en train de changer. Trop grande part d'explicite qui subsiste dans la façon de mener l'intrigue. Il s'agit d'une écriture sans trou, en fait. Dans le Comte de Monte-Cristo, il n'y a sur tout le roman que 3 moments d'introspection pour le Comte de Monte-Cristo. 3 moments où on entre dans la psyché du personnage. Après la visite à Mercedes au tome 2, après la mort d'Édouard au tome 2 aussi, et après le départ final de Paris au tome 3. Donc, imaginez ces moments d'introspection où on peut rentrer dans la pensée d'un personnage, entrer dans sa complexité. Il n'existe que 3 fois dans le roman Le Comte de Monte-Cristo. Pour d'Artagnan, il n'y a qu'un seul moment d'introspection sur tout le roman. Le roman feuilleton n'exige pas de son lecteur une véritable réflexion. Le lectorat doit être entraîné par le tourbillon des actions. Sauf que le tourbillon des actions est aussi fait, et ça c'est le deuxième point, par le relais. Le relais, c'est dans le roman feuilleton, dans les séries aussi, on multiplie les métadiégèses qui naissent d'une diégèse principale. On a une histoire principale et on va voir se greffer d'autres histoires qui permettent au narrateur premier de s'effacer, d'alléger son récit et de créer ainsi une mise en haleine significative. Le roman feuilleton se fabriquerait donc dans cette double parole où le narrateur premier peut mieux s'effacer au profit des personnages qui prennent le pouvoir de la narration. Encore une démocratisation. Et ça donne au final une narration un peu à la Sherazade. Comme dans Les Mille et une nuits, une narration appelle une autre narration et le lecteur est pris. Dernier élément de cette consommation, c'est que séries télé et romans feuilletons donnent de la culture à petit prix. Le roman feuilleton un peu fonctionne comme Robin des Bois. Il vole la culture aux riches et la donne aux pauvres, entre guillemets, par le biais d'expressions latines, d'autres langues comme l'italien, l'anglais ou l'arabe. Par exemple, vous parliez de Guillaume Musso, je pense qu'aussi il y a un de ses nouveaux romans qui porte un titre en anglais aussi maintenant, où Guillaume Musso ou Marc Lévy. Voilà, on a un condensé de littérature. Très souvent, on fait des allusions à des romans légitimes, etc. Ce qui fait que on s'appuie aussi sur des œuvres antiques. Dumas parle de Virgile, de Florian, de Pline, de Tite-Live, de Platon, de Diogène, ou par le biais de citations dites célèbres, on appellerait ça aujourd'hui des quotes, qui tournent principalement autour des thématiques des sentiments, de l'homme, du temps. Je vous donne un petit exemple qui plaît généralement au lectorat. Si la rage et la douleur doivent torturer une âme, c'est celle de l'amant qui reçoit, sous un nom qui n'est pas le sien, des protestations d'amour qui s'adressent à son heureux rival. Ou, à un autre niveau, les blessures morales ont cela de particulier qu'elles se cachent mais ne se referment pas. Vous postez ça sur Facebook, vous avez des likes, des cœurs à n'en plus finir. C'est la même chose aussi dans les séries. Dans Desperate Housewives, par exemple, les épisodes commencent et s'achèvent en général par ce genre de citation que l'épisode va confirmer ou infirmer par épanadiplose. Et donc ça continue ainsi de suite. Ça, c'est la consommation. À un autre niveau, la narration dans le roman feuilleton et dans la série suit une structure en ADN. Une structure en ADN, vous voyez ce que c'est à peu près, c'est une sorte d'hélice. Alors que le moment de crise est à son comble et que celui qui lit veut avoir le fin mot d'un événement particulier, la narration s'éloigne du nœud vécu par un personnage, l'élude, passe à un autre. Je donne un exemple. Lorsqu'Edmond Dantès est conduit au château d'If, au chapitre 8, on est tout retourné par cette injustice. On ne veut pas abandonner le personnage victime qu'on accompagnerait volontiers en prison. Toutefois, la narration abandonne Dantès à son sort et suit alors un autre personnage, Villefort, sur plusieurs pages. Il faut attendre 6 chapitres, 52 pages pour revenir à nouveau à Dantès.
Certains chapitres s'achèvent sur un rebondissement. Le lecteur est alors forcé de lire le chapitre suivant pour connaître le dénouement, avant que ce chapitre lui-même ne propose un nouveau rebondissement que le chapitre suivant en résoudra, et ainsi de suite. Vous reconnaissez évidemment le fonctionnement de toutes les séries, ce qui fait que certaines personnes consomment des séries jusqu'à pas d'heure, jusqu'à minuit, 2 heures, 3 heures du matin. Certains chapitres s'intéressent généralement à un personnage particulier que le lecteur suit pas à pas. Toutefois, par endroits, pour mieux relancer l'intrigue, la narration introduit à la fin du chapitre un nouveau personnage, technique théâtrale, que l'on accompagne au chapitre suivant. C'est la technique du cliffhanger dans la série. Les intrigues se mettent en place, semblent se recouper par endroits, mais ne se rejoignent qu'à la fin. La lecture devient ainsi celle de l'attente, de l'apprentissage de la patience. C'est ce que le comte de Monte Cristo dira à la fin du roman. Il faut savoir attendre et espérer. C'est le principal mot en fait des romans feuilletons et des séries. Attendre et espérer. Attendre parfois une année pour que la saison suivante apparaisse. Et pour ne pas perdre le lecteur, très souvent, le roman feuilleton propose des moments sommaires sous forme de dialogue entre personnages qui résument des actions qui ont eu lieu avant. La série fait de même en commençant généralement l'épisode par « Previously on » et on vous fait un petit résumé. Je vais prendre un petit exemple très rapide pour illustrer tout ça. Encore une fois, de Desperate Housewives. L'histoire principale, c'est le suicide de Mary Alice Young. On se dit, voilà, on va trouver les raisons, etc. Et puis petit à petit, d'autres histoires vont se greffer à ce suicide, qui sont les histoires des 4 autres héroïnes. Et donc, évidemment, chacune a ses histoires. Donc, imaginez comment ça va fonctionner en ADN pendant toute cette structure. Un dernier point pour le plaisir par la parole, c'est que ce qui est intéressant dans le roman feuilleton et dans la série, c'est que c'est une narration hybride. Une narration hybride parce qu'elle atteint plusieurs genres, sous-genres même. La diversification générique permet de conquérir un lectorat plus vaste. Le roman feuilleton est un condensé de sous-genres littéraires et chaque lecteur se laisse entraîner par un aspect. C'est ce qui fait le best-seller, se plier aux goûts multiples du public. Plaire à tous, en plaisant à chacun en particulier, c'est faire jouer à plein, de nouveau, la dialectique du même et du varié. Premier aspect de cette narration hybride, je vais m'attarder principalement sur cet aspect, c'est le conte. Le roman feuilleton s'appuie principalement sur la logique du conte, qui est à l'œuvre dans l'écriture. C'est surtout l'oralité de la narration qui interpelle. Très souvent dans le roman feuilleton, on utilise l'oralité du conte, à l'instar d'un hakawati oriental. Le narrateur, par exemple, chez Dumas, ne raconte pas l'histoire, il la conte et il le dit. Nous avons raconté, nous l'avons dit, disons en passant, nous devons le dire. Et ça doit se savoir. Si j'applique une grille de lecture assez traditionnelle, celle de Vladimir Propp dans Morphologie du conte, aux Trois Mousquetaires et au Comte de Monte Cristo, on voit qu'on a en face de nous de véritables contes. Vladimir Propp avait dégagé 31 fonctions pour dire comment fonctionne un conte. Je vous propose 16 fonctions ici, je ne vais pas développer là-dessus, vous les avez derrière moi, et on voit que les 16 fonctions, on peut continuer jusqu'à la 31e, sont respectées dans le Comte de Monte Cristo et dans les Trois Mousquetaires. L'éloignement, l'interdiction, la transgression, l'interrogation, l'information, etc. Et même, on pourrait même s'imaginer, à un certain moment, que le Comte de Monte Cristo devrait s'écrire en fait le conte C-O-N et pas C-O-M. Et donc, automatiquement, le roman feuilleton devient donc un conte, mais un conte pour adultes. Et c'est pour ça que ça plaît. C'est que ça fait ressurgir des goûts de l'enfance. À un autre niveau, le roman feuilleton et la série ont très souvent un goût pour le fantastique. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais je pense que, voilà, par exemple, le personnage de Milady de Winter dans Les Trois Mousquetaires et son assassinat à la fin du roman sont assez fantastiques, avec Clair de Lune. La Milady de Winter ressemble à un vampire, elle a une couleur de peau très blanche, elle a un goût prononcé pour le sang, etc. Ça aussi, ça plaît. Une autre direction que peut prendre aussi le roman feuilleton et qui peut plaire à un autre public, c'est le policier. Même si le roman policier n'existe pas encore véritablement dans le premier quart du XIXe siècle, on parle plutôt de roman à énigmes, il n'en demeure pas moins que Dumas a pressenti le filon qu'il pourrait exploiter en narrant des enquêtes où la figure du criminel doit être trouvée. Que ce soit le Comte de Monte Cristo ou les Trois Mousquetaires, il s'agit d'une enquête criminelle où il faut trouver un coupable. Après le délit vient l'investigation, l'enquête qui s'accompagne de quelques interrogatoires permettant de lever le voile sur un méfait accompli et de résoudre le problème initial en réparant une injustice.
Ainsi, en offrant à son lectorat différentes directions de lecture, l'auteur peut être assuré de l'adhésion du plus grand nombre. C'est du pluripopulaire dans toute sa splendeur. Encore une fois, Dumas propose et son lecteur dispose. De cette liberté de choix naît l'adhésion du lecteur. Si nous faisons une petite application à Desperate Housewives, encore une fois, à partir de cette image, vous pouvez imaginer qu'il s'agit d'Adam et Ève, de La Belle au bois dormant, d'un récit policier avec un crime que ces femmes auraient commis, d'un récit peut-être pornographique. Plusieurs directions peuvent s'imposer. Nous passons maintenant directement au plaisir par l'imagination ou par l'imaginaire. Pour avoir en fait un roman, on a besoin d'une histoire. Et une histoire, généralement, principalement, fonctionne sur le constat suivant. Il était une fois, dans un royaume, un jeune garçon, une jeune fille. Donc ce sont en fait les éléments importants. Il faut un temps, il faut un espace et il faut des personnages. Il était une fois, je vais m'attarder sur une étude de cas principalement. Le roman feuilleton s'appuie sur une temporalité précise, très souvent proche de celle du lectorat, mais il peut également faire des bonds en arrière, avec le passé. On a à ce moment-là un roman feuilleton qui s'appuie sur l'historique, comme pour Les Trois Mousquetaires, ou le futur avec la science-fiction. Nous nous intéresserons au premier cas, c'est-à-dire tout ce qui est du cas de l'historique. Le but, c'est de raconter les petites histoires de la grande histoire et permettre au lecteur indiscret d'entrer dans l'intimité des grands qu'il voit en robe de chambre. Je vous donne un exemple. Dans Les Trois Mousquetaires, on pense que toute l'histoire tourne autour d'une querelle de coqs pour obtenir une poule, la poule étant Anne d'Autriche et les coqs étant Richelieu et le duc de Buckingham. En fait, le lecteur est pris happé par ce genre d'histoire, puisqu'on voit que finalement les grands de ce monde sont aussi humains que celui qui est en train de lire leur histoire. Un autre moment, par exemple, là je sors un peu du cadre des Trois Mousquetaires, c'est l'histoire du vicomte de Bragelonne avec l'histoire de l'homme au masque de fer, que Dumas transforme en frère jumeau de Louis XIV, et tout le monde croit à ça aujourd'hui, alors qu'on sait que ce n'était pas le frère jumeau de Louis XIV, et Dumas de répondre, on peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. En fait, le feuilleton offrait au lecteur ce qu'offre aujourd'hui un hebdo spécialisé dans les indiscrétions sur les vedettes de cinéma ou les aventures morganatiques des ultimes familles régnantes ou abdicatives. En fait, le roman feuilleton ou la série deviennent un peu une sorte de roman voici, où la basse-cour épie la haute-cour et voit qu'elle est tout aussi humaine qu'elle. C'est pour ça que quelque part, il y a un grand intérêt qui est porté aux séries historiques. Medici, Tudors, The Crown, Borgia, Versace. On aime ce genre de série parce qu'on a l'impression vraiment de surprendre un moment intime dans la vie de ces grands. Il était une fois dans un royaume. Dans un royaume, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec l'espace. Nous avons vu le temps, nous passons à l'espace. Le roman feuilleton et la série donnent une grande importance à l'ancrage référentiel pour le lecteur, avec des clins d'œil entre l'époque de la diégèse et celle de la lecture. Vous aviez parlé des métalepses. Ceci permet d'authentifier et d'attester un travail de recherche sur le terrain, en principe, qu'aurait accompli l'auteur. Dumas dit à un certain moment, l'auteur de cette histoire qui habitait l'Italie 5 ou 6 ans, etc., etc. Donc on prouve qu'on connaît son histoire. Je voudrais revenir un peu sur cette phrase dans une lettre de George Sand qu'elle envoie à Alexandre Dumas, où elle lui dit « J'ai tout bonnement pleuré en lisant cette histoire, à la fois triviale et sublime, parce que vous y avez fait entrer le mystère du cœur dans le mystère de la rue. » Un des éléments principaux au niveau de l'espace dans le roman feuilleton et dans la série, c'est la rue. Je vous dresse ici un petit schéma qui montre en fait dans le Comte de Monte Cristo et dans Les Trois Mousquetaires où vivent ces personnages dans Paris. Chacun a sa propre rue, parce que la rue est un personnage essentiel du roman feuilleton. C'est ça qui donne le caractère populaire. Elle est le lieu même du populaire, du peuple. On suit les personnages, on suit les tribulations des personnages à travers les rues. Certaines rues sont authentifiées grâce à des langages parlés dans la rue, dans les villes, avec les accents. Maupassant puis Barbé-d'Aurevilly referont la même chose plus tard en développant la technique. La rue est le lieu d'où vient et d'où naît l'histoire. Elle représente parfois le caractère d'un personnage. Elle annonce les actions. Par exemple, lorsque les Trois Mousquetaires s'évadent à un certain moment, ils tombent bizarrement dans rue de la Victoire. Donc c'est étonnant combien la rue a un impact en fait sur l'histoire elle-même. Idem dans les séries, je vais m'appuyer cette fois-ci sur Sex and the City. Déjà, la rue, la ville existe dans le titre, existe dans le générique avec les ponts,
avec les immeubles en arrière-plan. Vous verrez en arrière-plan les tours jumelles. Ce générique a été modifié après 2001 puisque finalement les tours jumelles n'existaient plus. Et donc, on voit bien que la série et le feuilleton, en fait, suivent particulièrement, donnent une importance particulière à la rue. Même dans le générique, on voit apparaître un bus qui amène le titre de la série, Sex and the City, qui amène le personnage. C'est le bus qui fait naître, en fait, le personnage. Un autre lieu important aussi dans le roman feuilleton, c'est l'auberge. L'auberge, c'est un lieu relais d'intermittence avant la relance des actions. C'est le lieu de rencontre entre les personnages, c'est le lieu des aveux, c'est le lieu de la parole. Les personnages se livrent dans une auberge, dans ce lieu qui n'est ni l'extérieur de la rue, ni l'intérieur du foyer. En réalité, l'auberge est un lieu où toutes les classes sociales peuvent se retrouver. Et dans les séries, vous savez très bien qu'il n'y a pas d'auberge au XXIe siècle, mais il y a le café. Le café représente en fait l'auberge dans Sex and the City. Les moments où les personnages peuvent discuter entre eux, c'est le moment où elles sont au café. Un dernier élément concernant aussi le lieu, il y a une grande importance qui est donnée dans le roman feuilleton au voyage. On voyage généralement vers des lieux de rêve, de dépaysement, vers des villes du Sud comme Marseille, des villes d'Europe, Rome ou l'Orient fantasmé, rêvé avec les odalisques qui attendraient le héros allongé dans un harem, etc. C'est un lieu d'initiation pour le personnage de roman feuilleton qui voyage pour achever sa formation et qui, heureux comme Ulysse a fait un beau voyage, revient ensuite et s'affirme en tant que héros. Le roman feuilleton devient alors un billet de voyage pour celui qui lit. Et c'est la même chose, par exemple, dans Sex and the City. Sex and the City, vous avez le personnage de l'américaine. L'américaine rêve principalement de quel voyage, de quelle ville. Elle rêve de Paris, qui est filmé toujours dans le soleil. Ce n'est pas toujours le cas, maintenant c'est parfait. Mais c'est toujours évidemment ce voyage-là qui permet au personnage d'aller se former et de revenir. Il était une fois dans un royaume, un jeune garçon ou une jeune fille. Et donc là, nous allons nous intéresser au personnage. Ça sera le dernier point. Donc le personnage est très important, évidemment, dans tout roman. Dans le roman feuilleton, il se construit, le héros se construit. Il commence par être un anti-héros et se transforme. Vous allez me dire, c'est la même structure que dans tout roman traditionnel, tout à fait, sauf qu'il y a une petite variation. Ce personnage principal, par exemple dans le conte de Monte Cristo, dès le début, le personnage du roman feuilleton est souvent un héros victime. Il va se transformer en héros quêteur, qui va aller à la recherche de quelque chose. Il a bafoué une doxa sociale parce qu'il a été impatient. Par exemple, Edmond Dantès a dialogué avec Napoléon. D'Artagnan n'a pas respecté la parole de son père et il doit être puni. Il va alors vivre plusieurs épreuves, dont une épreuve essentielle qui va transformer le personnage à cause de la tromperie sociale dont il va être la victime, et d'autres épreuves vont se greffer. Et ces épreuves fonctionnent selon le schéma médiéval. Il y a une préparation du personnage, une qualification, une affirmation, une confirmation. Et à chaque étape, il y a un stigmate physique ou moral qui s'accroche au personnage, qui va petit à petit devenir patient. Il va apprendre à devenir patient et il va délaisser l'impatience dont il avait fait preuve. Et cela va mener à la fin à la reconnaissance collective. Le héros s'affirme progressivement, il apprend la patience, il s'intègre à la communauté et il est reconnu par la communauté comme héros. Gérard Gingembre dit « Les Trois Mousquetaires mettent en scène le roman d'apprentissage de D'Artagnan, un moi solitaire à la recherche d'un père de substitution, jeté dans un monde hostile, il se découvre des alliés, le moi le cède dès lors au nous, puis à une aventure collective. Les Trois Mousquetaires auraient pu s'appeler D'Artagnan, ils s'appellent les Trois Mousquetaires. Ce qui est important, c'est la communauté. » À noter que les héros de romans feuilletons ne sont jamais seuls. Plusieurs personnages peuvent être considérés comme héros. C'est la même chose dans les séries télé. Par exemple, dans cette série, The 100, on a l'impression qu'on a un personnage héroïque qui est la jeune fille blonde. La jeune fille blonde revient très souvent maintenant dans les séries comme La Salvatrice, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et il y a tous les autres personnages. En fait, les personnages dans les séries fonctionnent en réseau, parce que les séries s'adressent aujourd'hui principalement à deux générations, la génération Y et la génération Z, c'est-à-dire les personnes nées après les années 80 qui sont habituées à fonctionner en réseaux sociaux ou autres. Et donc, on a besoin de montrer des séries qui seraient à l'image, en fait, de cette société. Et dernier point, les personnages fonctionnent généralement par archétypes. Il y a des archétypes qu'on doit retrouver généralement dans le roman feuilleton.
Le personnage de l'archétype, le personnage archétypique, il y en a plusieurs. Le premier, c'est celui du bandit. Il y a toujours un bandit dans un roman feuilleton. Nous verrons tout à l'heure par quoi cela se représente dans une série. Le bandit, dans Les Trois Mousquetaires, c'est le personnage de Rochefort. Ses caractéristiques, c'est qu'il a une marque, généralement physique. Il est généralement en noir, c'est un homme d'action, donc qui agit. Et il est généralement apatride, puisque bandit voudrait dire celui qui est banni. En fait, c'est le personnage qui ose et qui va jusqu'au bout de lui-même. Et donc, il plaît. Un autre personnage important, c'est le personnage du mentor. Dans un roman feuilleton, c'est un être qui a de l'avance sur ceux qu'il dirige, conseille, encadre. Il est omniprésent dans le roman feuilleton, il a une figure paternelle, il a une supériorité culturelle et intellectuelle par rapport au personnage principal. Il est le surmoi de ce personnage principal, il lui dit quoi faire, c'est son thérapeute, il le fait parler. C'est son double positif à l'avenir, et c'est un outil de transmission. Dans le Comte de Monte Cristo, l'abbé Faria est le mentor du Comte de Monte Cristo, et le Comte de Monte Cristo deviendra plus tard le mentor de Maximilien, et Maximilien deviendra le mentor d'un autre personnage, et ainsi de suite. Un troisième personnage archétypique, c'est celui de l'ange exterminateur. Dans l'imaginaire religieux, l'ange exterminateur, c'est l'être qui viendrait, lors de l'Apocalypse, semer la mort en punition des péchés. On le retrouve très souvent dans le roman feuilleton. Il vient rétablir une justice perdue, faire en sorte que le bien l'emporte sur le mal dans le monde manichéen, je mets ça entre guillemets parce que je ne suis pas d'accord, que constitue a priori le roman feuilleton. L'ange exterminateur est généralement doté d'une certaine divinité, d'une omniscience, il sait les choses que les autres ne savent pas. C'est un solitaire, il a toujours la dialectique vengeance ou justice, et il est passé maître dans l'art de la dissimulation. C'est évidemment le personnage du comte de Monte Cristo. Un autre personnage important, c'est le Ludion. Le Ludion, c'est le personnage comique, en fait. Il désamorce la crise. Il a un physique banal ou caricatural, il a un costume reconnaissable, il a une intelligence cachée, et il ose dire les vérités. En fait, c'est un peu le fou du roi dans le théâtre un peu anglais. En fait, il peut dire les vérités qui fâchent, et c'est lui qui fait aussi avancer l'histoire. C'est le personnage de Jacopo dans Le Comte de Monte Cristo. Et un dernier personnage important pour un roman feuilleton, c'est la Virgo, la Vierge. C'est la femme intouchable, c'est la femme protégée, et qui protège parce qu'elle est maternelle, qui est dotée d'une beauté extraordinaire, avec laquelle on ne peut avoir aucun rapport, c'est Mercédès dans Le Comte de Monte Cristo, et face à elle, face à la Virgo, vous avez la Virago. La Virago, c'est, excusez le terme, la salope de l'histoire. C'est une femme qui est généralement sexualisée, qui est passée maître aussi dans l'art du travestissement, qui manipule, qui a un passé et qui est le double négatif de la Virgo. C'est évidemment Milady de Winter dans Les Trois Mousquetaires. En fait, les héros de romans feuilletons peuvent passer par toutes ces figures et changer de masque à tout moment. Si je vous montre ces images de personnages de série, vous allez très rapidement retrouver les personnages archétypiques que je viens de citer. Si je prends Dumbledore, évidemment, il s'agit du personnage du mentor. Batman, c'est le personnage de l'ange exterminateur. El Professeur dans La Casa de Papel, c'est le bandit, qui séduit, évidemment. Claire dans Heroes, encore une blonde, c'est la Virgo. Les trois personnages de Chloé, Pénélope et Abby dans ces séries policières, c'est le Ludion, c'est le personnage comique. Et le personnage de la Virago, on ne peut pas s'empêcher de penser à Alexis Carrington Colby dans Dynasty. À partir de là, nous pouvons passer à la conclusion suivante, c'est qu'en fait, le roman feuilleton et les séries, pour faire plus grande sensation, usent en général de la technique du dévoilement et osent le plaisir. Le roman feuilleton aborde par exemple des sujets tabous que constituent les sociétés secrètes. Le Comte de Monte Cristo parle d'un rituel maçonnique qui est décrit à fond. Ou de l'usage de la drogue. Il y a tout un chapitre dans le Comte de Monte Cristo où le Comte de Monte Cristo apprend à Maximilien à utiliser le hashish, ou le sexe. Par exemple, on a chez Dumas les relations saphiques entre Mademoiselle Danglars et Mademoiselle d'Armilly sur un piano, ça annonce un peu Proust plus tard. On a l'homosexualité refoulée d'Aramis, on a de l'inceste entre les personnages. Ceci est vendeur, et beaucoup de séries ont compris qu'il faut dévoiler et oser. Première série, pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, c'est Alias. Alias où les personnages sont à la recherche des artefacts de Rambaldi, un savant du Moyen-Âge qui aurait un plan pour la réforme mondiale de la Terre.
la série Weeds qui s'intéresse à tout ce qui est hashish, et de Hellworld, qui est évidemment une représentation du monde homosexuel féminin. Mais la série qui respecte particulièrement le fonctionnement du roman feuilleton par rapport au plaisir osé et qui stylise l'art sériel est évidemment, on ne pouvait pas passer outre, c'est Game of Thrones. C'est une série où l'obscène flirte généralement avec le macabre à très forte dose. Une scène d'inceste, suivie d'une scène morbide, macabre. En fait, les chocs sont successifs. Le lecteur, le téléspectateur n'a pas le temps d'absorber ces chocs. Il y a un autre choc. La fascination opère à ce moment-là. Le téléspectateur consomme, se consume et se console comme il peut en attendant et en espérant la prochaine saison. Merci. Bon, je suis un peu sidéré devant le nombre de nuits blanches que tu as dû passer pour préparer cette communication et connaître aussi bien chacune de ces séries. Je vois aussi l'abîme de travail qu'il y a devant moi si je veux essayer de comprendre tout ce dont il était question. Voilà, maintenant vous avez la recette. Hein. Chacun d'entre nous peut devenir l'écrivain à succès, le Musso, le Lévy ou le Delancourt de demain. Quoique Michel Murat nous en garde un peu peut-être, je ne sais pas. Je donne la parole à la salle pour intervenir, poser des questions, faire des remarques, des objections, des prolongements à nos deux communications. Alors, première question, oui, Morgane. Merci. Merci beaucoup pour vos deux communications. Évidemment, c'était extrêmement riche et j'apprécie, Karl, ta délicatesse à ne pas spoiler Game of Thrones, même au sujet de la sauveuse blonde. J'ai plusieurs questions, évidemment, mais j'aimerais revenir. Michel Murat, vous avez proposé une distinction que j'ai trouvée extrêmement séduisante et qui, tout de suite après, m'a fait tiquer entre, quand vous parliez de ces deux segments de marché et deux générations, la génération canonique qui serait pratiquante d'un romanesque métafictionnel, que vous avez distingué d'un romanesque de la métalepse. Et je me demandais comment vous distinguez, peut-être un peu plus loin que ces deux termes-là, le côté méta de chacune des deux pourtant. En réalité, je ne fais pas d'opposition entre les deux, c'est-à-dire que la métalepse est le procédé constitutif de la métafiction. Entre la métalepse et la métafiction est simplement une différence d'échelle. Voilà. Je pense que disons, entre les deux générations, les auteurs que j'ai cités ne se situent pas tout à fait sur le même plan. Ils ne sont pas la même génération, ils n'ont pas exactement la même culture. La culture des seconds est plus une culture médiatisée ou transmise, hein, c'est plus davantage une culture devenue davantage un répertoire de lieux communs. Ce sur quoi je voudrais insister, je voulais insister, c'est le fait que, contrairement à ce qu'on pense souvent à l'université, les usagers des livres médiocres, de la littérature de grande consommation, doivent disposer de grandes compétences narratives. Hein. C'est-à-dire, on pense toujours que non, la compétence narrative, c'est nous qui l'avons. La compétence alors, nous, on a la compétence métanarrative, c'est-à-dire qu'on a une compétence descriptive, qu'en général, les élèves ou les lecteurs, je dirais, ordinaires, non professionnels, n'ont pas. Mais la compétence narrative elle-même, celle de la compréhension de situations complexes ou de procédés complexes, elle est beaucoup plus largement partagée. Et je me suis toujours demandé pourquoi l'école refusait d'utiliser ces compétences-là, ne savait pas utiliser ces compétences-là. Alors, ce que je voulais... Mettez le doigt sur une faiblesse de mon intervention, par ailleurs, c'est que je pensais que, effectivement, pour les écrivains des années 80, le romanesque métafictionnel me paraît, je dirais, un point d'entrée possible, hein, pour le roman français en tout cas, mais j'ai tout de suite dit qu'il fallait, à mon avis, le restreindre. Ça va pour un certain nombre d'auteurs.
Ensuite, dans la génération suivante, on voit ces procédés se diffuser et se vulgariser, hein, dans des romans plus récents. J'ai un peu de mal à situer ce qui serait, je dirais, l'adjectif que je mettrais pour qualifier un romanesque plus contemporain. Personnellement, j'ai du mal à le situer. J'ai parlé de ce qui me frappe, moi, c'est-à-dire de cette espèce de déflation du romanesque que constitue le recouvrement. Je dis à peu de frais, j'insiste sur le à peu de frais, hein, parce que je pense que l'exofiction et l'autofiction sont des procédés plutôt faciles, hein, disons moins exigeants que l'établissement d'une vérité factuelle. C'est plus facile d'écrire Ona et Salinger à partir d'une biographie universitaire que d'écrire une biographie universitaire. Ce n'est pas du tout le même type d'exigence. Et l'autofiction, de même, baisse le niveau d'exigence éthique par rapport au modèle classique de l'autobiographie. Hein. C'est mon point de vue, pas forcément partagé. Mais, donc j'ai du mal à... je ne sais pas très bien quel adjectif je mettrais sur le romanesque tout à fait contemporain, hein, disons pour la période postérieure à ce romanesque métafictionnel. Il faut que j'y réfléchisse et que je lise peut-être un peu plus. Merci. Merci. Merci pour vos communications. Et je me demandais, j'ai une question pour Karl Akiki, pardon. Voilà, vous avez évoqué donc les éléments essentiels du code pro-hérétique, comme c'est évoqué dans Lampart, donc le tourbillon de l'action, les cliffhangers, etc., pour créer une tension. Et je me demandais qu'est-ce que vous pensez sur la notion de la sentimentalité dans le roman feuilleton et dans les séries. Est-ce que c'est encore un élément qui joue dans la création d'une tension ou pas voilà. Dans la création d'une tension, je pense que si. Maintenant, lorsque j'ai parlé d'une diversification générique en fait, dans la narration hybride du roman feuilleton, il y a évidemment le sentimental qui est essentiel, c'est-à-dire qu'il y a le roman qu'on appelle à l'eau de rose, il faut qu'il y ait ces moments-là qui permettent en fait de relancer l'action. Il faut qu'il y ait toujours une histoire en arrière-plan amoureuse qui va faire en sorte que le héros veuille continuer encore et encore. C'est pour ça que j'ai fait le lien avec le roman du Moyen-Âge aussi, en disant voilà, il y a cette recherche de la belle, etc., qui se fait par exemple dans la série The 100 que je vous ai montré, c'est l'histoire de personnages qui reviennent sur Terre après une absence de je ne sais combien d'années. Donc c'est vraiment dans la science-fiction. Et qui doivent se battre avec des gens qui se sont transformés en mutants sur Terre. Et il y a des histoires d'amour qui vont se créer. C'est obligatoire. Sauf que la série ose un peu. Le roman feuilleton avait essayé plus ou moins de parler de sentiments mélangés à de la sexualité. La série télé franchit ce pas. Chez Dumas, il y a beaucoup d'érotisme. Je participe à un autre colloque, on était sur l'éros chez Dumas. Généralement, quand je dis ça, éros chez Dumas, ça ne peut pas marcher, alors que si. Et les séries télé, en fait, développent massivement cet aspect-là. Voilà. Je reviens... pardon, question. Une question pour M. Akiki. Je me suis demandé en vous écoutant si ce que vous nous présentiez, ça devrait être quelque chose comme des éléments invariables transhistoriques du romanesque. Vous avez cité à un moment pop, et ça suggérait au moins qu'il y a équivalence entre les éléments que vous avez présentés des romans feuilletons et les éléments des séries. Alors si tel était le cas, une simple question se pose. Que faites-vous de la différence entre texte et image, ou texte et film? Parce que même en comparant des éléments comparables, c'est autre chose de les lire et de les voir mis en scène pratiquement. Tout à fait. En fait,
moi, je me suis appuyé principalement sur la notion de roman feuilleton et sur la série. Pourquoi? Parce qu'il y a cette sérialité. Alors qu'un film, il n'y a pas nécessairement une sérialité. En préparant cette communication, à un certain moment, j'ai utilisé un personnage de Star Wars. Et puis, je me suis dit, non, Star Wars n'est pas une série. Star Wars est un film qui est devenu une série. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était voilà, vraiment la série avec des épisodes qui reviennent, etc., qui correspondent exactement au roman feuilleton avec des chapitres qui paraissent chaque semaine et que le lecteur attend, tout comme les téléspectateurs aujourd'hui attendent chaque semaine l'épisode de Game of Thrones ou quoi que ce soit, ou une autre série. Donc, en fait, vous me posez la question, est-ce que ça peut s'appliquer d'une façon plus large au roman? Je pense que je ne m'aventurerai pas dans ça, je ne pense pas véritablement, puisque vous avez le roman réaliste, le roman naturaliste qui, eux, ont besoin de d'autres ingrédients. Vous avez parlé de Vladimir Propp. Lorsque j'avais soutenu ma thèse à Paris 3, on m'avait reproché en fait d'avoir utilisé cette grille de lecture assez traditionnelle, Vladimir Propp, Barthes, Genette, etc. Mais je pense qu'il est intéressant de temps en temps d'utiliser ce traditionnel pour comprendre l'actuel. Et voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je pense que si, voilà. Donc, quelque part, oui, il faut appliquer cette grille de lecture. Elle peut s'appliquer, cette grille de lecture, mais évidemment dans des supports qui se ressemblent. Donc le roman feuilleton, la série se ressemblent en tant que support. Le roman feuilleton, par rapport au film, je ne vois pas véritablement de grande ressemblance. Voilà. J'avais également une question qui vise à prolonger celle qui vient d'être posée, puisqu'en répondant à monsieur, vous avez établi en fait une correspondance presque exacte, en tout cas sur le plan formel, entre, disons, la structure narrative du roman feuilleton et la sérialité télévisuelle. Donc on peut oublier effectivement pour aujourd'hui la question de la différence médiale. Mais moi je me demandais quand même, en vous entendant, c'est pas du tout une mise en cause de votre propos, vous avez beaucoup insisté sur la dimension archétypale, on pourrait dire aussi stéréotypée d'un certain romanesque. Je me suis demandé comment on pouvait articuler ça avec ce que les théoriciens actuels du récit disent de la sérialité télévisuelle, où ils identifient, je pense à Baroni, un formidable laboratoire d'élaboration de nouvelles formes narratives. Donc là, ce serait juste peut-être pour prolonger, j'ai trouvé tout à fait convaincante votre mise en évidence de similitudes structurelles ou thématiques entre les deux champs, mais est-ce qu'il n'y aurait pas justement dans la façon dont la sérialité télévisuelle s'empare du romanesque aujourd'hui, quelque chose qu'on ne trouvait pas déjà dans le feuilleton, qu'il soit celui dessus, celui de Dumas ou autre? Ça permettrait d'affirmer quand même qu'il y a toujours du nouveau sous le soleil. Non, j'imagine qu'il y a sûrement du nouveau pour que finalement la série télé plaise autant, c'est qu'elle est en train d'utiliser évidemment des éléments traditionnels et qu'elle est en train d'ajouter certaines nouveautés. Sauf que oui, la question mérite d'être creusée. Je n'ai pas de réponse véritablement comme ça sur le champ, mais j'y réfléchirai et j'en suis convaincu. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose de nouveau qu'apporte la série. Je pense aussi, avec la multiplication des séries et des types de séries, c'est ça qui rend un peu le travail plus délicat. C'est-à-dire qu'on a des séries vraiment qui vont dans tous les sens, qui utilisent plusieurs ingrédients. Et peut-être que le fait de délimiter à un certain moment peut-être un style de série et de se pencher là-dessus me permettrait probablement de développer la réflexion. Je vous remercie. Oui, je casse un petit mot en rebondissant sur ce que Franck vient de dire de cette façon et en faisant le lien avec la réponse que Michel Murat faisait tout à l'heure sur le fait que finalement on se rend compte qu'il n'y a pas de séparation aussi radicale qu'on pourrait le croire entre la littérature de grande consommation d'une part et la littérature plus légitime d'autre part. La remarque que faisait Michel sur les structures narratives est extrêmement intéressante parce qu'on voit bien comment la littérature légitime, entre guillemets, emprunte des formes narratives qui se sont inventées d'abord dans des littératures de grande consommation, dans la littérature populaire, et comment, à l'inverse, et c'est les exemples que tu donnais avec Musso tout à l'heure au début de ta communication, à son tour emprunte à une littérature légitime des structures métafictionnelles qu'elle a elle-même développées de son côté, en faisant fond sur ces structures-là pour nourrir sa propre réinvention ou continuation du romanesque. Et je crois que c'est effectivement, et j'irai dans le sens de ce que tu disais à l'instant, un défaut de notre système éducatif que de privilégier un seul secteur de littérature alors que les deux vont absolument ensemble. Je rappelle que Echnoz a quand même préfacé des rééditions de Stevenson, par exemple. Enfin, et Echnoz n'écrirait pas ce qu'il écrit s'il n'avait pas lu Verne, Stevenson, Conrad et nombre d'autres. De même,
On a beaucoup travaillé il y a quelques années sur la question de la réécriture des vies, par exemple. On voit bien comment cette écriture des vies qui s'est développée dans une littérature légitime sous forme de fiction biographique avec Michon, Massé, Claude Combet et un certain nombre d'autres, emprunte à des formes d'écriture de vie qui étaient plutôt les vies de saints, les vies d'as, et des choses qui étaient très très populaires, et comment cette forme de fiction biographique légitime qui s'est instaurée dans les années 80-90 donne aujourd'hui lieu à toutes ces biofictions ou biopics, puisqu'on parle aussi du cinéma, qui sont des formes de biographie romanesque à la André Mauroy, finalement. Et donc, on ne cesse de circuler et d'emprunter d'une littérature à l'autre, si bien que le romanesque est aussi une forme de circulation des modalités esthétiques, et pas seulement des catégories spécifiques qu'il faudrait distinguer les unes des autres. Je ne sais pas si ça suppose, si ça appelle des réflexions de votre part, mais il me semble que c'est... Ouais, Michel. Un des intérêts de la notion de romanesque, c'est une notion qui est impossible à cloisonner. C'est une notion qui circule, simplement parce que c'est une notion dérivée, en fait. Donc une notion dérivée ne se prête pas à une approche essentialiste. Et notre discipline est obérée par le poids de l'approche essentialiste depuis la poétique, et fonctionne largement sur des approches essentialistes, malgré les efforts de Jean-Marie Schaeffer. Donc l'intérêt du romanesque, c'est qu'avec le romanesque, de toute façon, ça ne marche pas. On voit très bien qu'il n'y a aucune frontière étanche entre la littérature, aucune frontière spécifique, proprement textuelle, c'est-à-dire qui soit de l'ordre des propriétés de l'œuvre elle-même. Il n'y a aucune frontière étanche entre la littérature légitime, entre ce que j'appelle les bons livres, les livres excellents, les médiocres, les moyens, etc. Tout ça communique, et il y a des phénomènes de reprise ou de transfert qui sont massifs et qui sont constatés tout au long de l'histoire littéraire. Tout au long de l'histoire littéraire. Donc nous avons, de ce point de vue-là, professionnellement, une espèce des œillères, en fait, je dirais. Nous avons des œillères, nous sommes focalisés sur la littérature que nous avons nous-mêmes considérée comme légitime et qui nous est transmise en tant que littérature légitime. Et nous ne voyons pas ce qui se passe à côté et la manière dont cette littérature légitime se nourrit du reste. Rappelez-vous, j'aimais les peintures idiotes, etc. Bon, qui est-ce qui dit ça Voilà, bon, j'aimais les peintures idiotes. Bon, ben oui, et les feuilletons, c'est comme les peintures idiotes. C'est comme les peintures idiotes, c'est comme le cinéma en 1920, quand les surréalistes passaient leur temps à l'Electric Palace. Et on voit ce que ça a produit. Donc voilà, soyons un peu ouverts. Soyons un peu ouverts. Excusez-moi, c'est une parole de vieux. Bon, je pense que sur cette belle incitation, on va faire la pause.